plan de la leçon. Éléments du cadre, composition, la profondeur du champ, la mise au point, les mouvements, les raccords et finalement des concepts pratiques. Alors le cadrage. Le cadrage pourrait être défini comme la structure de base sur laquelle va s'appuyer le sens de l'œuvre audiovisuelle. Il établit une première division entre ce qui est montré, le champ, et ce qui n'est pas montré, le hors-champ, ce qui définit déjà le point de vue. C'est la première opération à mettre en place lors du tournage, faite par le chef opérateur, en collaboration bien sûr avec le réalisateur qui lui choisit l'angle de prise de vue. C'est un travail très minutieux où on calcule les limites du champ au millimètre près, car il ne pourra plus être recadré ni élargi une fois le plan tourné. Il s'agit donc de placer la caméra dans un endroit et sur un angle de prise tel que la vision de la réalité qu'il pourra transmettre soit la plus efficace pour pénétrer dans la trame de l'œuvre, maintenir l'intérêt du spectateur et atteindre le maximum de sens. Pour bien mener à bout ce travail pointilleux, il faut tenir compte à la fois des 4 données qui se donnent simultanément dans le résultat. 1. La grosseur du plan, c'est-à-dire gros plan, plan général, etc., qui dépendra de la distance qu'on l'on veut donner au point de vue. 2. L'angle de vue, plongée contre plongée, c'est-à-dire l'orientation et la perspective. 3. La profondeur de champ ou zone de netteté, qui donnera le volume. 4. Mouvement, déplacement, fixité, mouvement, panoramique, travelling. D'ailleurs, à l'intérieur du cadre, il faut établir une distribution harmonique ou équilibrée des objets et personnages. Pour cela, il faut tenir compte des principes et règles générales qui coïncident des surfaces et des masses qui vont s'intégrer au cadre. Les principes de base nécessaires à tout cadrage doivent garder un certain équilibre entre les valeurs extrêmes. On trouve sélection / encombrement, c'est-à-dire montrer trop de choses dans le cadre pendant longtemps, puis nuire et dérouter le spectateur qui n'aura pas le temps d'assimiler tous les éléments. Il faut éliminer l'inutile et ne pas montrer toujours tout, mais suggérer le tout par la partie. De la même façon, une sélection très rigoureuse des objets du cadre peut entraîner une monotonie par excès de schématisme. 2. Unité-variété. Un cadrage unitaire avec toujours les mêmes valeurs de grosseur ou de point de vue peut avoir des effets désastreux pour l'œuvre et donnera toujours une monotonie difficile à supporter. De la même façon, trop de variété peut disperser le spectateur et dévier son attention du sujet. Symétrie / asymétrie. Une image cadrée très symétriquement est moins attrayante que s'il est légèrement décalé dans le cadre en laissant plus d'espace du côté où le regard du personnage est dirigé, ou bien devant le sujet au mouvement. 4. Transition permanente / permanence. Chaque plan a une durée de cadrage optimale très difficile à cerner. Au-delà,
Il demande une transition à un autre plan au cadrage et en deçà, il peut rester ambigu ou même perdre tout son sens. Par conséquent, il faut toujours décider la fixité du cadre ou le mouvement, recadrage ou décadrage. La perception du cadre. L'œil ne regarde pas en bloc globalement le cadre tout entier. Au contraire, il le lit d'un mouvement très rapide des yeux en faisant une sorte de balayage du haut en bas et en zigzag en commençant par l'angle supérieur gauche pour finir dans l'angle inférieur droite. La partie supérieure étant privilégiée par rapport à l'inférieur et le centre par rapport au côté. D'autre part, l'œil est attiré en priorité par 1. Le mouvement, qui est un sujet qui bouge, sera plus vite perçu qu'un autre immobile. 2. Les plages éclairées. Les zones éclairées seront perçues avant les zones sombres, car l'œil est attiré par la lumière. Les personnages par rapport au décor, les visages par rapport au reste du corps. 4. Ce qui est plus proche dans la perspective. L'élément dominant sera, par conséquent, vu en premier lieu et reconnu comme le sujet principal du cadre. On passe maintenant à la composition. La composition consiste à disposer les éléments qui apparaissent dans le cadre d'une façon esthétique et agréable, afin que le contenu soit capté de la manière la plus efficace possible. Il ne s'agit pas de composer seulement une ou des formes purement belles, comme serait le cas de la peinture ou de la photographie. L'important est de trouver l'efficacité dramatique de façon à rendre la trame consistante et intéressante. Dans tous les cas, la composition du cadre audiovisuel suit de près et s'appuie sur les règles générales de la composition picturale. En effet, à l'intérieur du cadre, il existe certains points et certaines lignes privilégiées par rapport au reste. Ce sont d'abord les diagonales du cadre qui se croisent au centre et déterminent un premier point fort. 2. Ensuite, on peut trouver d'autres points forts qui résultent du partage proportionnel du cadre en deux parties, tels que le rapport entre Ensuite, on peut trouver d'autres points forts qui résultent du partage proportionnel du cadre en deux parties, tels que le rapport entre la plus grande et le tout soit égal du rapport entre la partie la plus petite et la plus grande. Les lignes. L'utilisation judicieuse des lignes va constituer un élément de composition primordial du cadre. Ces lignes peuvent être horizontales, verticales, obliques ou courbes. La prédominance de lignes horizontales donne la sensation de calme, paix et tranquillité. 2. Les lignes verticales produisent au contraire une impression de solidité, puissance, tension spirituelle, élévation et activité. La verticalité attire le regard vers le bord supérieur du cadre. Il faut tenir compte, dans les cadrages de lignes verticales, le basculement des lignes dû à la perspective. On peut éviter cela en maintenant la caméra parallèle au cadre filmé. 3. Les diagonales provoquent une sensation d'angoisse, insécurité et déséquilibre, ce qui peut être accentué en basculant la caméra d'un côté. Ces diagonales peuvent être ascendantes de gauche à droite, qui signifie élévation, ou descendantes de gauche à droite, qui suivent la lecture
que fait l'œil du cadre et qui signifie chute en dépression. Les lignes brisées provoquent l'impression d'instabilité et d'échec. Les lignes courbes sont généralement plus agréables pour l'œil et donnent une sensation de douceur et de chaleur. Les formes. L'ensemble des lignes donne lieu aux formes. Ici, les mêmes critères utilisés pour les lignes s'appliquent. Ainsi, on aura les formes carrées et rectangulaires qui signifient stabilité, calme ou repos et sont ressentis comme des éléments statiques et non dynamiques. Les formes triangulaires ascendantes donneront l'impression d'élévation, d'activité. Les formes triangulaires descendantes d'insécurité et écrasement. Les cercles dans l'harmonie, équilibre et douceur. Les masses. Ces formes bien distribuées dans le cadre vont donner lieu aux éléments masses à prendre en compte dans la composition du cadre qui va donner le poids au cadrage et assurer son équilibre. Pour cela, il faut savoir les distribuer et les compenser entre elles, en jouant sur leurs dimensions et les distances qui les séparent entre elles. La règle générale qu'on l'on pourrait appliquer serait le décentrement des masses plus grandes au profit des plus petites. Si on équilibre deux masses sur les points forts, il est préférable de placer la plus grande en bas et la plus petite en haut. En définitive, la sensation d'équilibre des masses résulte du rapport proportionnel entre les plus grandes et les plus petites, les zones plus éclairées et les moins éclairées, les plages plus chargées ou détaillées et les plus vides. Nous reviendrons sur ce problème dans le chapitre consacré à l'éclairage. On passe maintenant à la profondeur de champ. L'étendue en profondeur de la zone nette du cadre, comprise entre le premier et le dernier plan, définit la profondeur de champ. Ce paramètre va donner l'impression de relief et d'espace intérieur du cadre et supprimer l'impression de platitude. Le cadre peut être découpé donc en profondeur en plusieurs plans. 1. Avant-plan, qui est le plus rapproché, souvent flou et en amorce. Premier plan, qui est parfois confondu avec l'avant-plan et contient le sujet et l'action. Arrière-plan, situé à distance plus longue et dans le fond de l'image, généralement contient le décor ou le sujet secondaire. 4. L'infini qui ferme le sommet de l'image. Pour créer la profondeur de champ, il faut au moins faire apparaître deux parmi ces plans. La profondeur de champ se construit et varie en fonction de trois facteurs. 1. La distance entre l'objectif et le sujet cadré. Plus éloigné est le sujet de l'objectif, plus grande sera la zone nette du cadre. C'est le cas de l'hyperfocale, c'est-à-dire la distance à partir de laquelle la totalité du cadre est nette, lorsque l'on effectue la mise au point de l'infini. 2. La longueur focale de l'objectif. Plus courte est la longueur focale, plus grande sera la profondeur du champ. 3. L'ouverture du diaphragme. Plus petite est l'ouverture du diaphragme, plus grande est la profondeur du champ, pour la même focale et la même distance. Si on veut obtenir une zone nette réduite, on choisira un diaphragme ouvert et inversement. Si on veut une zone nette importante, on utilisera un diaphragme très fermé. La focale
c'est la distance existante entre le centre de l'objectif ou convergente. Tous les rayons réfléchis par le champ et le plan film ou du capteur. En général, toutes les caméras vidéo disposent d'un objectif à focale variable appelé zoom, allant du grand angulaire au téléobjectif. Ces variations sont représentées par une échelle de chiffres allant de 12 à 120 et correspondant à toute la gamme des focales. La distance focale a 3 conséquences sur le cadre. L'angle de champ embrassé. Plus la focale est courte, plus grande sera l'angle du champ. 2. La zone de netteté. Plus courte est la focale, plus grande est la zone de netteté dans le cadre, et moins de recul il faut pour retrouver l'hyperfocale. 3. Le rendu perspectif. Plus la focale est courte, plus accusée est la perspective, ce qui agrandit le décor et donne plus de liberté de mouvement au personnage. Le diaphragme, c'est une bague circulaire située dans le centre de l'objectif qui s'ouvre et se ferme manuellement ou automatiquement, laissant passer plus ou moins de quantité de lumière. L'ouverture est réglée sur la base d'une progression géométrique construite sur la racine carrée de 2 allant de f 1,4, 2, 2, 8, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22, 32. La valeur la plus petite correspondante à l'ouverture la plus grande. À chaque ouverture du diaphragme correspond une quantité de lumière 2 fois plus grande que l'ouverture précédente. Par exemple, à F5,6, il y aura 2 fois plus de lumière qu'on entrera que à F8. Mais le diaphragme joue un deuxième rôle, celui d'étendre la zone de netteté en profondeur. Plus il restera fermé, plus la zone de netteté sera profonde. La mise au point. Pour qu'une partie des plans du cadre ou sa totalité soit nette, il faut régler la distance correspondante entre le plan film et le sujet du cadre sur la bague de l'objectif prévu à cet effet. Pour la caméra vidéo, le réglage se fait à travers le viseur en tournant la bague de mise au point jusqu'à ce que le plan soit net. Sur cette bague, il existe une série de chiffres correspondant à la distance réelle en mètres et en pieds que l'on peut choisir dans le cadrage allant généralement de 0,8 mètres, 0,8, 1 mètre, 1,5, 2, 3, 5, 10 mètres et l'infini. La zone de netteté s'étendra en profondeur en fonction de l'ouverture du diaphragme et de la focale choisie. Elle correspond en général à un tiers en avant de la distance de mise au point et 2 tiers en arrière. Dans la pratique, la mise au point s'effectue en mettant le zoom sur la position téléobjectif et en y faisant le piquer sur le bord d'un objet situé à l'endroit où l'on fait la mise au point. Ensuite, on dessert le zoom pour retrouver le cadrage choisi au départ. Il convient de vérifier ce réglage par la mesure réelle au moyen d'un décamètre, tâche menée par l'assistant opérateur. Les mouvements. Nous connaissons les 3 types de mouvements de caméra: panoramique, zoom et travelling. Souvent trop employés sans aucune justification esthétique ou logique. Les mouvements doivent avoir toujours une intention bien précise, suivre les mouvements d'un sujet,
découvrir un élément important du décor signifie un changement de lieu, etc. Le panoramique. Lorsqu'il s'agit de décrire un décor, il est préférable de faire un enchaînement de plans fixes, au lieu de parcourir tous les décors à l'aide d'un panoramique, car elle désamorce le hors-champ, lequel peut avoir un sens plus fort que s'il n'est pas montré. Lorsque l'on décide de faire un panoramique, il faut toujours partir d'un plan fixe, bien composé, pour arriver à un autre plan fixe qui fera découvrir quelque chose au spectateur. Pour effectuer le panoramique, il est indispensable de bien stabiliser la caméra, ne pas trembler à main levée, faire le mouvement de rotation très lentement, avec douceur et précision, et à vitesse constante, pour éviter l'effet de filage et l'effet stroboscopique, qui apparaît lorsque la caméra décrit une succession de lignes perpendiculaires. Évitez de revenir en arrière au risque de dérouter le spectateur. 4. Préférez le panoramique en grand plan, qui insiste sur les détails au panoramique en plan général. 5. Commencer et finir par des plans fixes qui peuvent s'avérer très importants au moment du montage. On passe au deuxième mouvement qui est le zoom. L'utilisation systématique du zoom est un des défauts majeurs commis par des réalisateurs débutants. Là encore, il faut lui donner une finalité précise de découverte d'un élément du champ qui apporte quelque chose à la trame. Par exemple, zoom arrière d'un paysage que finit par montrer l'amorce d'un personnage qui regarde par une fenêtre ce paysage. L'effet du zoom est très artificiel car le point de vue reste fixe et par conséquent la perspective ne change pas. De plus, le changement de focale fait varier les rapports de netteté entre l'avant-plan et l'arrière-plan. Pour effectuer ce mouvement, on fait tourner la barre du zoom en élargissant ou rétrécissant la focale. Là encore, il faut que le mouvement soit très doux, surtout lorsque l'on s'approche de la focale longue pour éviter les sautillements et les saccadés. On passe au mouvement suivant, le travelling. Ce mouvement est plus difficile à réaliser car on a besoin d'un matériel roulant qui puisse déplacer la caméra sans à-coupe. Pour cela, on utilise des chariots montés sur des rails, mais on peut se servir de n'importe quel appareil qui roule. Par exemple, voiture, chariot. En mettant la caméra à l'épaule, c'est aussi le mouvement qui produit le meilleur effet à l'œil, car il maintient la même focale et par conséquent la même profondeur de champ, et en plus le cadre change en perspective, ce qui apporte une richesse narrative importante. La mise au point, elle peut aussi constituer un mouvement en la faisant basculer de la zone nette à la zone floue, de l'avant-plan à l'arrière-plan, ou vice-versa. En définitive, on réussit mieux un plan mobile si l'on associe deux de ces mouvements. Par exemple, le panoramique avec le zoom ou le travelling avec le panoramique. Le grand avantage dans le tournage vidéo consiste à ce que l'on peut contrôler le cadrage simultanément dans le moniteur et on peut observer le résultat enregistré tout de suite après la prise de vue, ce qui facilite la tâche et on peut être sûr de n'avoir pas commis de faute, de mise au point, de faux mouvements, de caméra et qu'il n'y a pas eu d'objet gênant dans le cadre.
Les raccords. Le contenu, le continu et le discontinu sont deux aspects d'une même réalité et apparaissent clairement dans l'audiovisuel. On peut ajuster un plan à un autre par une coupure discontinue, ou bien deux plans par un fondu enchaîné, continu. Qu'il y ait continuité ou pas, le principe essentiel à respecter est celui de permanente transition et de continuité dans le récit, et ceci au niveau visuel et sonore. Ainsi, tout passage d'un plan à l'autre ne doit pas choquer l'œil, ni l'oreille en faisant des oppositions de direction, lumière ou niveau sonore. Il faut tenir compte pendant le tournage de l'ajustement entre deux plans d'une même séquence, travail du script, car autrement on aura un travail supplémentaire à faire au niveau du montage, des plans qui nous verront plus loin. Ces ajustements sont les raccords. On trouve raccord de direction. Le sens d'un déplacement d'un mobile doit rester le même d'un plan à l'autre, à moins que des inserts intermédiaires signifiant un changement de direction. Le sujet doit toujours être dans le champ au même côté. S'il sort d'un côté, il devra entrer par le côté opposé. On trouve ici dans le premier plan 1 et plan 2, comment on peut faire l'entrée et la sortie de la personnage. Si on montre dans un montage alterné de personnages marchant l'un vers l'autre, si l'un va vers la gauche, l'autre ira vers la droite et inversement, le sens de leur mouvement étant le même que dans le plan d'ensemble. 2. Raccord de regard. Lorsque deux personnages se regardent, l'orientation de leur regard doit être opposée. Ici, on trouvera l'illustration des plans 1 et 2 et plans d'ensemble. 3. Raccord de mouvement. Les gestes ou les mouvements amorcés dans un plan doivent être poursuivis dans le plan suivant. De même, les personnages fixes conserveront la même attitude et la même place. Généralement, il y a un raccord de mouvement dans le cas du champ, contre-champ ou lorsqu'on passe d'un plan d'ensemble à un gros plan, raccord dans l'axe. Ne pas oublier les règles de changement de point de vue minimal 30 degrés et maximal 180 degrés pour éviter le saut dans la continuité. Et on passe au conseil pratique. 1. N'hésitez pas à essayer toujours plusieurs angles de vue différents et comparer les résultats. 2. Dans le cadrage, ne pas couper le personnage au genou, car cela donne l'impression à l'œil qu'il est amputé. Il faut le couper à mi-cuisse ou mi-jambe, en laissant un peu d'espace au-dessus. Soignez extrêmement les limites du cadre et puisque les caméras vidéo disposent d'un zoom, serrez bien les limites. Lorsqu'il s'agit d'un gros plan, ne pas couper les cheveux, personnage scalpé, ni le cou, personnage décapité. Tenir compte des sens du regard en laissant la partie du cadre correspondante plus large et le sens du mouvement en laissant toujours plus de place devant le sujet qui bouge que derrière lui. 5. Assurer l'équilibre de la caméra, surtout lorsque l'on travaille avec de longues focales. 6. Rechercher la composition asymétrique en disposant le motif principal du sujet autour des points forts. Situer la ligne d'horizon dans le tiers supérieur ou le tiers inférieur en fonction de l'importance accordée à la terre ou l'eau par rapport au ciel. De même, pour les gros plans, situer les yeux dans les points forts supérieurs. 7.
La présence d'un avant-plan détendu faible contribue à la mise en valeur du motif principal. En rompant la monotonie et la platitude, recherchez des lignes de fuite plutôt que des lignes horizontales ou verticales pour éviter la platitude. 8. Prévoir des plans de coupe précieux pour assurer l'assemblage de deux plans qui ne se raccordent pas entre eux. Le plan de coupe permet d'interrompre l'action pour la reprendre ultérieurement. 9. Ne pas dédaigner les gros plans et les inserts qui peuvent aider pour insister sur une expression ou un détail. Merci pour votre attention.